Aujourd'hui, nous faisons un focus donc sur notre invité, Hichem Zaher. Donc lui, je l'ai dit tout à l'heure, il est franco-marocain, donc athlète. Il est aussi biochimiste de formation, ambassadeur du mécénat chirurgie cardiaque et aussi passionné de neurosciences et d'ultra-endurance. Sadio nous en dit plus. Tout à fait. Donc notre invité, le contexte, c'est qu'il a réalisé un sacré exploit, un challenge de faire la traversée Dakar-Gorée en moins de 24 heures. Il l'a réalisé en 25 heures et 37 minutes, si je ne m'abuse. C'est ça, 38 minutes. Ce qui est quand même une sacrée performance. Il devient le premier Africain à réaliser un tel exploit. Comme il l'a fait, je pense d'ailleurs, sur beaucoup d'autres on va dire, compétitions d'endurance. Si, Hichem, si vous pouvez un petit peu revenir avec nous sur les différents on va dire, challenges que vous avez eu à faire sportivement en dehors de Dakar-Gorée. Mais d'abord, commencez par ça. Comment vous avez trouvé cette traversée-là? Comment était l'eau, la température et tout? Oui, alors l'ultra-endurance, j'ai commencé il y a quelques années, parce que je ne faisais pas de sport du tout en fait. C'était il y a 10 ans, je me suis mis à faire des courses à pied. J'ai commencé à des courses de 4 km, puis après j'ai commencé à augmenter le volume, je suis passé sur des 10 km, après sur des marathons. Et puis en 2017, je me suis inscrit sur une course qui s'appelle le marathon des sables. C'est une course qui a lieu au Maroc. Donc qui est annuel en fait, et donc je l'ai fait. Aïcha des Gazelles. C'est le marathon des sables en fait. Il y a le Aïcha des Gazelles, c'est plutôt pour les femmes, et le marathon des sables, c'est une course internationale. Il y a à peu près peut-être 2000 participants, et c'est une course d'ultra endurance qui a lieu sur plusieurs jours et qui fait 245 km. Donc on est en autosuffisance alimentaire. Donc ça veut dire qu'on a notre propre sac à dos dans lequel on a toute l'alimentation, et on est ravitaillé sur ce qu'on appelle les checkpoints. À peu près tous les 20-10 km juste pour l'eau. Donc ça, c'est de l'ultra-endurance. Donc j'ai commencé comme ça. Et après, je me suis mis à faire ce qu'on appelle des ultra-triathlons, ce qu'on appelle les Ironman. J'en ai fait une dizaine sur pas mal de pays. Ça m'a beaucoup plu. Et puis après, j'ai essayé de pousser encore l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire encore de plus gros en termes de dépassement. Et à l'époque, j'étais aussi ambassadeur du mécénat chirurgie cardiaque, mais on en parlera juste après. Et j'ai décidé de m'inscrire à une course qui s'appelle l'Enduroman. Alors, l'Enduroman, c'est le plus grand ou le plus difficile triathlon au monde, qui commence exactement à Londres et qui se termine à Paris. Alors, on dit Londres-Paris, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Londres, on fait exactement 135 km de course à pied jusqu'à Dover, donc c'est la ville relais. 135 km, donc ça fait à peu près une vingtaine d'heures, et ensuite on enchaîne avec la natation. La natation, et c'est la Manche, c'est la traversée de la Manche. Donc la traversée de la Manche, on la traverse, et ce qu'il faut, c'est que la traversée de la Manche, c'est assez compliqué, contrairement au Dakar-Gorée que j'ai fait, puisque la température de l'eau, elle est très froide. Donc on est à peu près à 16 degrés. Quoi. Donc là, pour le coup, tu es obligé de mettre en place une combinaison en néoprène pour te protéger. Pour éviter l'hypothermie. Et pour éviter l'hypothermie que j'ai eue en fait, parce qu'à la fin de la course, j'ai dû passer sous la douche et je suis resté exactement 2 heures pour me réchauffer. 2 heures, parce que vraiment le froid. Alors quand on court 135 km, eh ben, on perd du poids. Et quand on perd du poids, eh ben, il y a de l'infiltration qui a lieu dans la combinaison. Donc j'ai été... il y a de l'eau froide qui est rentrée. En fait, la combinaison est desserrée. C'est ça, exactement. Donc il y a de l'eau qui est rentrée et du coup j'étais vraiment frigorifié. Heureusement que le jour est arrivé. En fait, tu nages pendant des heures et des heures et le soleil te réchauffe en fait. Donc ça, c'est la partie natation. Et après, on termine par la partie vélo. Et la partie vélo, c'est de Calais jusqu'à Paris. Et ça, c'est 300 km. Voilà. Alors, oui. Non, mais j'ai une question. Est-ce que le fait que vous soyez biochimiste plutôt, est-ce que ça aide également parce que c'est un peu... Ça aide à connaître le corps, les organismes, les matières. Oui. Absolument, ouais. Ça t'aide beaucoup, surtout sur la préparation. Donc la préparation, c'est-à-dire que quand tu vas nager, là je prends l'exemple du Dakar-Gorée où j'ai fait 24 heures, et ben tu te prépares, tu as un protocole. Alors je prends l'exemple de la partie alimentation, parce que les gens me disent mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges? Alors moi je bois surtout, je m'hydrate. Et j'ai un protocole avec exactement 32 bouteilles dans lequel j'ai exactement 38 grammes
de boissons isotoniques. Et les boissons isotoniques, on a quoi dedans? On a plusieurs sucres. On a du glucose, on a du saccharose, on a de la maltodextrine, qui est une chaîne de glucose. Et on a également des antioxydants, on a de la vitamine, on a aussi des acides aminés qui permettent d'éviter le fait de se dégrader trop en termes de muscles. Et tout ça, ça permet effectivement de s'alimenter parce qu'il faut exactement 60 grammes pour un ultra endurant. Il faut exactement 60 grammes d'apport de sucre par heure. Donc si tu les as pas, c'est un peu comme la voiture. Si tu ne mets pas d'essence, tu ne mets pas d'huile, elle peut plus rouler. Mais lorsqu'on court 135 km, ça veut dire que c'est 20 heures, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que pendant ces 20 heures-là, vous avez eu le temps de vous réapprovisionner en ces 60 grammes de sucre notamment? Oui, ça tu peux le faire. En natation, en course à pied, tu peux le faire. Quand tu fais de la course à pied, c'est pas compliqué. Tu peux même manger. Ah, d'accord. C'est facile. Mais par contre, en natation, tu peux pas forcément t'alimenter comme en course à pied. Voilà. Parce que tu dois boire. Moi, j'ai vraiment du mal à mâcher. Quand tu es en mer, mâcher, c'est assez compliqué. Et voilà, nous voyons à l'écran comme ça. Exactement. Ouais. Donc, tu as du mal à mâcher. Donc, du coup, tu privilégies plutôt l'hydratation. Et l'hydratation qui t'apporte tous les éléments nutritifs. Parce que mâcher, c'est quand même assez compliqué dans l'eau. Surtout quand tu nages, tu peux avoir des problèmes d'oreille interne. En fait, quand tu nages, des fois, tu peux être sujet au mal de mer. Et donc, du coup, mâcher, il faut chaque fois se relever. Moi, j'ai un protocole, c'est toutes les 45 minutes, ma montre vibre et je me relève pour m'alimenter. Et que ça te permet effectivement d'avoir quelque chose d'avoir un niveau de glycémie qui te permet d'être assez constant. D'accord. Alors, et comment ça se passe un peu la préparation? Par exemple, vous quittez un environnement pour venir, par exemple, comme à Gorée, qui est totalement différent de la traversée de la Manche, par exemple. Comment se fait la préparation? Oui, donc tu te prépares parce que tu vérifies d'abord la température de l'eau. Tu vérifies s'il y a des courants ou pas. Donc là, pour le coup, j'avais pas trop le choix en termes de timing, puisque je me suis greffé à la traversée officielle Dakar-Gorée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé à midi le samedi pour terminer à midi le dimanche, qui correspond à la traversée officielle Dakar-Gorée. Donc je me suis greffé à cette traversée Dakar-Gorée et j'ai fait la dernière portion avec mon fils qui a 12 ans. Oui, Adam. Adam, exactement. Donc il a 12 ans et il a été aussi lui-même très surpris parce que lui aussi, il se disait non, mais c'est pas possible. Il n'est pas possible de traverser tout ça, quoi. Et on s'est entraîné ensemble et il a passé le cap de la peur. Mais oui, pour revenir à ce que tu disais, le point, c'est que la température de l'eau, là, ici, elle est idéale. Donc, elle est à 28 degrés. À quelques moments, tu as des courants froids qui passent. Et quand le courant froid passe, tu le sens. Et là, quand ça arrive, et ça dure des fois peut-être 10 minutes, tu dois accélérer le rythme. Parce que c'est comme une machine, en fait. Tu dois te réchauffer. Parce que tu ne dois pas redescendre en termes de température. Donc, tu dois accélérer pour réchauffer la machine et faire en sorte que le courant disparaisse. Alors, le 27 septembre, vous avez pris départ au lagon de Dakar. C'est ça. Et dire qu'aujourd'hui, ce jour-là, la mer était agitée. Oui. Et aujourd'hui, vous avez affronté cette mer agitée, mais aussi les courants étaient tellement forts, dépensant même plus de 11 800 calories. C'est ça. On peut dire, alors, c'est un exploit en conditions difficiles, Zahar. Oui, là, ça a été difficile, effectivement, par rapport aux conditions climatiques, puisqu'il y avait quand même pas mal de courants. Et il y a eu moi, j'ai des kayakistes qui m'ont accompagné, donc c'était une équipe de 6 kayakistes. Et certains d'entre eux ont eu le mal de mer, puisque, effectivement, il y a eu à chaque fois, on avait 3 équipes de 2 qui devaient se relayer sur des périodes de 8 heures. Et il y en a plusieurs qui ont eu le mal de mer, qui, malheureusement, sont mis à vomir parce qu'effectivement la condition était assez pénible. Alors moi, la subtilité, c'est que je prends quand même des médicaments parce que moi je suis sujet au mal de mer et je dois prendre des petits médicaments qui permettent effectivement de stabiliser l'oreille interne parce que franchement c'est assez rude quand il y a du vent et des vagues. Alors revenons un peu sur l'association qui s'appelle aujourd'hui Mécénat Chirurgie Cardiaque. Pouvons savoir aujourd'hui depuis quand cette association existe et c'est quoi le but de cette association? Oui. Elle existe depuis 1996. Elle a opéré aujourd'hui 5000 enfants. L'objectif, c'est d'arriver à 2026 à arriver à 6000. Et l'idée, c'est de sauver des enfants qui sont atteints d'une malformation cardiaque. Malheureusement, souvent,
ici, et notamment en Afrique, quand tu nais et tu es issu d'une famille relativement modeste, et en plus de ça, tu as une malformation cardiaque, bah, malheureusement, tu es souvent condamné. Ouais. Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est d'expliquer, effectivement, que bah, on est là sur Terre, on a tous une mission. Quoi. Oui. On n'est pas là que pour consommer, pour aller dormir, pour aller travailler, et puis à la fin, juste consommer. Non, l'idée, et c'est pour ça que je le fais, c'est pour deux raisons. Première raison, c'est d'aider cette association qui permet d'aider des enfants qui ont des malformations cardiaques. On le voit sur ces images-là, c'est les images de l'association. Oui. Oui. Et la deuxième idée, c'est d'expliquer un peu ce qu'est le dépassement de soi. Donc c'est ça le Et en quoi le fait que vous fassiez des sports extrêmes, des sports extrêmes comme ça, peut aider l'association, c'est-à-dire? Oui, ça permet de mettre en lumière, un peu comme on le fait maintenant, de mettre en lumière, parce que quand tu fais des choses un peu extraordinaires, bah, tu aides, et voilà, exactement, tu attires les sponsors, tu peux attirer également des gens, parce qu'ils ne connaissaient pas en fait cette association. Et là, l'idée, c'est que je les aide et je les accompagne là depuis 2017, puisque j'ai commencé avec le Marathon des Sables, sur beaucoup d'événements d'ultra-endurance, pour pouvoir mettre en lumière effectivement cette association qui aide effectivement ces enfants qui ont des... En fait, vous vous mettez en danger pour... mais si, parce que ce sont des sports extrêmes quand même. Oui, mais tout est calculé. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Ouais, tout est calculé. Et tout le monde peut le faire. Voilà, j'insiste là-dessus. Oui. Moi, je peux le faire. Tout le monde peut le faire parce qu'effectivement, moi, je peux traverser la Manche à la nage. Oui. Non. Oui. Mais comment comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour être dans ces conditions-là et réaliser ces exploits comme vous le faites? Il y a un mécanisme qui s'appelle le dépassement de soi. C'est quelque chose que tout le monde... En fait, souvent, on se dit « je ne peux pas le faire » parce qu'on s'est conditionné. On dit « non, je ne peux pas le faire ». Et en fait, la limite, c'est souvent celle que vous vous fixez. Elle est là, en fait, la limite. Et ce que je veux prouver et démontrer, c'est qu'il est possible de reprogrammer son cerveau comme un ordinateur. Et ça a été prouvé scientifiquement. Oui. Donc, il y a plusieurs choses qu'il est possible de faire. La première chose, c'est d'abord d'être passionné. Moi, je suis passionné d'ultra-endurance. La passion, elle te procure ce qu'on appelle de la motivation. Là, pareil, ça a été démontré scientifiquement, puisque tu as une sécrétion de dopamine qui va te permettre d'être motivé. Malheureusement, la motivation, on sait tous, elle est comme ça. Elle est en dents de scie, parce qu'à chaque fois, on est tous en fin d'année à se dire, ah, tiens, mes résolutions de l'an prochain, ça va être de, je vais faire un régime, je vais faire un peu de sport, etc. etc. Mais souvent... ça signale, hein. Mais souvent, c'est éphémère, parce que la motivation, elle part. Donc, pour essayer de fixer cette motivation, ce que je dis, c'est qu'il y a un deuxième point, c'est de se mettre des objectifs. Donc moi, pareil, j'ai commencé par des petites courses, des 4 km, après j'ai fait des 10, puis après des 15, des 20, des semi-marathons, des marathons, ultra-triathlons, etc., etc., etc. Et ces objectifs, ils vont créer ce qu'on appelle de la récurrence. Et ils vont créer ce qu'on appelle de la discipline. Ça, c'est très, très, très important, parce que si tu n'as pas de discipline, c'est assez compliqué de pouvoir t'entraîner et de fournir des efforts supplémentaires. Mais c'est pas suffisant. Les scientifiques ont trouvé quelque chose, et ça s'appelle là on rentre dans ce qu'on appelle la neuroscience. Ils ont trouvé que si on faisait ce qu'on appelle des exercices de méditation, de visualisation, d'affirmation positive, eh ben, on peut reconditionner son cerveau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à force qu'on se performe, ça veut dire que ça nous permet aujourd'hui de briser en fait, la glace qui est dans notre cerveau pour se dire que, enfin, on peut le faire. Et c'est exactement ça. Donc, dans le cerveau, on a, vous savez tous, des neurones. Et on a, je vais utiliser un terme scientifique, mais ça sera le seul mot, des connexions qui se font, c'est des connexions synaptiques. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Les scientifiques ont démontré que lorsqu'on faisait ces exercices de visualisation, de méditation, d'affirmation positive, en disant tout simplement « je vais réussir », en se voyant en train de réussir à la fin de l'épreuve, et ben, qu'est-ce qui se passe quand tu fais un IRM? Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vois des changements de connexion qui se font dans le cerveau. Et c'est ce qu'on appelle de la neuroplasticité. Donc ça, et c'est pour ça que je veux vraiment dire aux gens,
Bah non, la limite, c'est vraiment celle que vous êtes donnée, quoi. Vous êtes fixé. Ouais. Et on peut systématiquement déclencher de nouvelles pensées. Et c'est vraiment ça qui nous permet effectivement de se dépasser. Ça a un rapport Moi, avec je l'énergie pense que la je pense personne que- dégage ou pas? Oui, tu vas créer en fait de nouvelles pensées en fait. C'est-à-dire que tu as ton énergie, peut-être que tu étais peut-être des fois stressé, mais tu vas reprendre cette énergie-là et tu vas te refocaliser sur quelque chose de beaucoup plus positif. Parce qu'on voit avec les scientifiques, ils se disent qu'aujourd'hui, le cerveau de l'être humain peut fonctionner à 100%. Et aujourd'hui, si on voit autant de scientifiques créer des téléphones, des machines, aujourd'hui la technologie, c'est parce qu'aujourd'hui, ils sont à 20 ou 25% de leur énergie. Oui, on peut se dépasser. C'est-à-dire que Voilà. souvent on se dit non, c'est pas possible. Ma limite est là. Mais en fait, non, il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de limite. Et c'est ça que je veux vraiment dire, aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes, que tout est possible. La preuve, puisque j'ai commencé le sport il y a quelques années, et je ne l'ai pas dit, mais en fait, je faisais 120 kilos, moi, il y a quelques années. oui. Je faisais 120 kilos et je me suis dit non, je peux pas. Donc c'était ma femme qui m'avait filmé à mon insu. J'étais sur une plage, en fait, et elle me filme, et puis je me vois, en fait, souvent, quand on fait une photo, bon, on se dit, bon, voilà, je suis un peu rond, quoi. Ouais. Mais quand on se voit sur une vidéo, c'est là où on voit des mouvements. On voit des mouvements. Ça a été le déclic. Ça a été le déclic, ouais, exactement. Je dis non, c'est pas possible. Pour revenir un petit peu sur l'association, pourquoi la chirurgie cardiaque? Pourquoi soutenir justement cette cause-là? Oui, parce qu'on a la chance, nous, on a la chance d'être nés avec un cœur qui bat correctement. Et malheureusement, je te dis, quand tu es enfant et souvent issu d'une famille peut-être moins aisée, et ben, si tu es atteint d'une malformation cardiaque, et c'est vrai que ça touche quand même pas mal de gens, hein, et ben, malheureusement, tu vas être condamné. Donc on a la chance d'avoir ce cœur qui bat correctement. Et je pense que voilà, l'idée, c'est d'aider effectivement par cet intermédiaire. Des coûts d'opération pour ce genre de pathologie? par exemple, C'est onéreux. C'est très onéreux. Une opération comme celle-ci, c'est souvent 12 000 euros. Donc c'est très, très, très cher. Ouais. Et parce que effectivement, c'est lourd dans le sens où effectivement, voilà, c'est des opérations à cœur ouvert. Et puis on va rapatrier un enfant, on va le mettre en famille d'accueil, ensuite il va être opéré, il va repasser en famille d'accueil. Les frais et tout. Ouais, donc il y a des gros frais en fait. Donc malgré ces frais, vous avez réussi à faire opérer 5000 enfants? Non, c'est le mécénat en fait. Moi je suis juste ambassadeur et donc c'est le mécénat qui Oui, a... c'est le mécénat, je veux Oui, dire. oui, oui. Le mécénat a réussi à faire opérer 5000 5000 enfants. enfants, exactement, tout à fait, depuis sa création en 1980. C'est considérable quand même. Ouais. Oui, c'est considérable, oui, vraiment. Ben, juste, on a vu aussi lors de votre déclaration, vous avez parlé de votre fils Adam qui vous a rejoint lors de la traversée Dakar-Gorée, Oui. à la dernière minute, les 5 dernières minutes, c'est ça? Oui, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est retrouvés à la Voile d'Or, Oui. qui était le départ officiel de la course. Et je l'ai rejoint pour qu'on puisse continuer la course ensemble. Donc on a refait la Voile d'Or jusqu'à Gorée. Et ça a été la dernière portion qu'on a faite. Et donc on l'a faite, c'est une portion qui fait à peu près 5 km. Donc je suis assez fier de lui parce que... Alors, vous avez parlé de... Pas 5 minutes, hein, c'est 5 km. 5 km, exactement, excusez-moi. Et lors de la déclaration, vous avez mentionné ceci: nager aux côtés de mon fils pour sauver d'autres enfants donne à ce défi une dimension encore plus puissante. On peut dire qu'aujourd'hui, au-delà que ça soit pour ces enfants que vous voulez aider, mécénat et autres, on peut dire que c'est une aventure familiale et symbolique. Oui, parce qu'effectivement, pareil, mon fils avait peut-être des petits blocages parce qu'il pensait que c'était pas faisable. Et là, l'idée, c'est quand même de le prouver que c'est faisable. Donc, c'est faisable, tout est faisable. Donc, il l'a aussi prouvé. Et je suis très content parce qu'effectivement, lui, il participe à son niveau. Il participe à son niveau à aider effectivement d'autres enfants qui ont des malformations cardiaques. Ce qui fait de lui aujourd'hui le plus jeune franco-marocain à avoir réussi la traversée. Exactement, tout à fait. Voilà, donc vous restez un exemple aussi pour vos enfants, un exemple pour tous les enfants d'ailleurs. Et revenons à tout à l'heure au dépassement de soi. C'est-à-dire que vous avez parlé de 3 points, de la passion, vous avez dit, vous avez parlé de la discipline, mais aussi de la méditation, de la visualisation. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur la passion? Vous principalement, qu'est-ce qui vous a poussé par exemple? Quelle est la source de cette passion-là que vous avez pour les sports extrêmes? Oui, moi, la passion, elle est arrivée au fur et à mesure. Donc, en fait, ce qui se passe quand tu fais des sports d'ultra-endurance, tu sécrètes tout simplement de la dopamine.
C'est vraiment, c'est une sorte de peut-être de substance chimique qui est un peu apparentée à, quand on parle de in, c'est un peu apparenté à une drogue. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui te procure un bien-être très profond, très très profond. Donc tu commences par des petites courses et après, au fur et à mesure, tu te donnes pas mal de challenges. Et aujourd'hui, bah voilà, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années quand je faisais absolument pas de sport. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, tu prouves aux gens que tu peux passer d'un être qui fait 120 kilos à une personne qui... bon, je suis pas... voilà. Normal, mais je me sens pas supérieur à d'autres personnes. C'est simplement cette expérience avec ce parcours qui te permet effectivement de montrer que vraiment tout est possible. C'est vrai. Et dans la passion, par exemple, ici, la plupart des gens que moi j'ai remarqué, beaucoup, même à un certain âge, se disent ne pas connaître leur passion. Donc, comment faire déjà? Est-ce qu'il faut essayer plusieurs choses pour découvrir sa passion? Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour savoir? Donc, moi, je suis passionnée par ça. Et donc, je dois m'investir, je dois tout donner dans ce domaine. Ouais, après, c'est vraiment très subjectif, c'est personnel. Donc, c'est tout ce qui te fait vibrer. Voilà. C'est tout ce que tu ressens ou tu ressens quelque chose d'assez particulier. Moi, quand je me mets à courir, c'est assez physiologique aussi parce que tu ressens beaucoup de bien-être en fait. Je prends l'exemple de la natation, c'est assez particulier. Hein. Quand on parle de natation et quand on parle de natation en ultra-endurance, c'est quand même deux choses différentes. C'est-à-dire quand tu vas nager sur des très grandes distances, tu es dans une méditation qui est assez particulière. Hein. Tu as une modification de ta conscience qui est complètement différente. Je fais un comparatif entre la course à pied, notamment les trails, et la natation. Quand tu vas courir sur un trail, tu dois quand même être assez attentif à ton parcours. Il y a des pierres, il y a une modification du parcours qui a. Donc ton cerveau doit continuellement s'adapter. En natation, c'est un peu différent, notamment en natation d'ultra-endurance. Tu es dans un état méditatif. Ça veut dire que, clairement, tu es bercé. C'est un peu comme la maman qui berce son enfant. Tu es bercé par les vagues. Tu es bercé par la respiration. Tu es bercé par les mouvements qui sont assez récurrents. Et tout ça, ça te met dans un état second. Et souvent, on me dit, mais comment tu fais pour pas dormir en 24 heures? En fait, ton cerveau, il est reposé. Pourquoi il est reposé? Parce que tu es dans un état méditatif. Donc, c'est comme un tunnel, en fait. Tu passes dans un tunnel. Moi, je me souviens, et je pris l'exemple de la traversée de la Manche, je me souviens être plongé dans l'eau à minuit 30, quelque chose. Et je me souviens du lever du soleil. Mais entre les deux, je suis passé dans un tunnel. Et dans ce tunnel-là, il y a ce qu'on appelle la dimension temporelle qui s'est complètement effacée. Donc c'est ça, en fait, la passion. C'est de découvrir tous ces sentiments qui te font du bien. Il y a quelques années, vous ne faisiez pas du sport. Pas du tout. Vous le disiez. Et aujourd'hui, on sent que vous êtes dingue maintenant de sport, de dépassement de soi, de sport extrême, comme Papa Alassane le rappelait. Est-ce que ça vous tenterait, peut-être pour aider un peu plus cette association, de faire la diagonale des fous à La Réunion, par exemple? Il y a justement une amie qui s'appelle Mirvat là, qui est en train de le faire là, actuellement, qui va commencer, c'est aujourd'hui, à 20h. C'est ça. Et alors, ça, c'est encore autre chose. C'est de l'ultra-endurance, c'est du trail, et c'est quelque chose qui est assez traumatisant au niveau des jambes, des articulations. Parce que il y a plein de dénivelés. Dénivelés. Donc moi, je suis un gabarit un peu plus lourd. Il faut vraiment des gabarits assez fit, assez fins pour pouvoir... Un peu comme Wahani, quoi. Voilà, pour s'aventurer sur ce genre de chemin. Ouais, mais vous disiez tout de suite que tout est dans la tête, limite. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tout est dans la tête. Quand on se conditionne pour faire quelque chose, il faut se préparer. Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Normalement, vous pouvez le faire aussi. Oui, je pourrais le faire, mais j'ai décidé, la question elle est bonne, mais effectivement, j'ai décidé de m'aventurer sur d'autres chemins. Et là, le chemin sur lequel je m'aventure pour 2026, c'est le record du monde. Donc l'idée, c'est ça, en fait, c'est pour dire que tout est possible. L'idée, c'est de battre le record du monde de natation en eau libre, qui est actuellement de 142 km, qui a été réalisé par un Maltais, qu'il a fait effectivement le tour de l'île de Malte. Moi, l'idée, c'est de
de reproduire, quoi, de dépasser ce record-là. C'est à peu près combien d'heures? Alors c'est plutôt un jour. 142 km en natation. Wow. Ouais, c'est plutôt un jour. Donc là, ça va faire peut-être 3 jours. Peut-être 3 jours. Voilà, 3 jours. D'accord. Et vous allez nager la nuit en même temps. C'est Oui. non-stop. C'est non-stop. Oui. Et d'où vient cette lumière? Ou bien vous n'avez pas, vous ne posez pas des soucis comme il y a des requins, il y a des parce que Wahane, si c'était C'est toi, vrai que ça va général gi loolu lay xalaat de. franchement, waaw, dëgg la. j'imagine. Donc Si c'était Wahane, il plongerait même pas. C'est ça. Non, Voilà, je suis un bon nageur. Ah ouais. Mais j'ai grandi dans ça. et faire 24 Non, mais heures. rassurez-moi, faire quand 24 vous heures. faites ça, est-ce qu'il y a quand même une assistance Oui, oui. autour de vous, Oui, au cas oui. où vous perdiez connaissance? Je le Si, souhaite si. pas, mais il y a quand même, Il y a je une- veux dire, un bateau ou quelque chose qui sera à si, côté. si. Forcément. Alors je vais revenir sur la première question, Raki. Oui, il y a un point, c'est la peur. Donc la peur, déjà, quand tu arrives à ces niveaux-là, tu dois faire ce qu'on appelle de la diffusion cognitive. Alors j'explique ce terme diffusion cognitive, c'est souvent quand tu associes la mer, le soir, le froid, et ben ça, il y a un mot qui arrive, c'est la peur. Exact. Voilà. L'idée, c'est de diffusionner ça. C'est-à-dire que tu prends la peur et tu analyses. Qu'est-ce qui potentiellement pourrait me faire peur? Donc tu as mentionné le requin. Voilà. Donc il y a une analyse des risques. Et là, bon, c'est mon parcours scientifique, c'est je regarde tous les risques qu'il y a, et puis j'essaie de mettre en place des barrières à ces risques-là. Bon, l'exemple du requin, voilà, bon, si... Ils ne sont pas dans toutes les eaux. Oui, ils ne sont Ouais, pas dans ouais. toutes les eaux. Ici, dans ces eaux-là, il n'y en a pas eu jusqu'à présent. Et après, j'ai ce qu'on appelle un bracelet que je mets au niveau de la cheville. la cheville. C'est ce qu'on appelle des bracelets magnétiques qui permettent De chasser. potentiellement de faire fuir le requin. Donc voilà, tu as ces petits points-là qui te permettent de te séparer de cette peur-là. Donc vraiment, c'est ça. C'est pas évident quand même. Oui, après, c'est un travail. Et c'est pour ça que tu dois te faire ce travail de visualisation, d'affirmation positive. Et si tu ne le fais pas, tu as ce genre de risque et de ces doutes. Et si ce doute rentre dans ta bulle, malheureusement, c'est pas bon. Donc l'idée, c'est ça, c'est de défusionner. Et après, pour ta question, c'était l'accompagnement, l'assistance. Oui, effectivement, on est entouré, on est encadré, c'est juste indispensable. Donc là, on met en place un protocole alimentaire et on a des gens qui vont t'accompagner. Donc c'est des kayakistes professionnels qui t'accompagnent. Notamment, on en met un sur la droite, un sur la gauche. Le soir, ils ont tous des lampes frontales et ça te permet, toi, mieux de te reposer. C'est-à-dire que moi, il m'arrive effectivement de fermer les yeux en nageant. Donc je ferme les yeux en nageant et tu peux te faire ce qu'on appelle des micro-siestes. On le voit à l'écran. Voilà, là. c'est ça. Ouais. Et non plus, ils ne dorment pas. Ça, Alors- c'est le ravitaillement, c'est ça? C'est le ravitaillement, ouais. Ok. Et en fait, non, mais comme c'est une équipe, il y a plusieurs équipes. Ils se relaient. Voilà, donc ils vont faire une séance de 8 heures. Moi, je suis sur du 24 heures, donc c'est 3 équipes de 2 qui permettent de se Et ravitailler. malgré ça, eux ont abandonné. Et il y en a certains, malheureusement, parce que oui, il y a eu le mal de mer, effectivement. Voilà, donc le dépassement de soi qui reste une chose très importante, comme il l'a dit, à développer sa passion, donc mettre en place de petites habitudes qui vont finir par être une routine, donc la discipline, mais aussi savoir qu'il est tout à fait possible de reprogrammer son cerveau. Voilà, donc tout cela, ce sont des choses qui ne sont pas impossibles. Il faut juste le vouloir, se donner à fond et pour y arriver. En tout cas, merci beaucoup Hichem pour cette magnifique discussion. En tout cas, on a beaucoup aimé et je sais que vous allez en inspirer beaucoup. J'espère, Inch'Allah. Voilà. Mais malheureusement, vous ne parlez pas Wolof. Wala dégg nga tuuti rek. Tuuti. Voilà, donc ñu daal di defaat benn pause bu ndaw après waxtaan bi ñu dellu si waat si plateau bi.